répression des gangs. Colonel, est-ce qu'on s'achemine vers une résolution de la crise sécuritaire en Haïti avec cette force? Non, au contraire. Au contraire, premièrement, je ne crois pas. Alors, les accidents sont toujours possibles. Donc, on va analyser d'abord ce qui est dit, la réalité internationale et les probabilités. Ce sont les États-Unis qui ont fait la proposition après que le secrétaire d'État américain Marco Rubio se soit entendu dans un premier temps avec l'OEA. Ce qui était un mouvement tactique raté, parce que l'OEA n'a pas la compétence technique pour supporter ce genre de force. Il y a eu les études qui ont été faites et rendues publiques au niveau de l'OEA, et ce qui impliquerait des forces, des troupes, un système humanitaire, pour un total d'environ 1,3 milliard de dollars. Quand ils ont rendu public cette possibilité, les critiques ont fait voir que le problème d'Haïti n'était pas essentiellement ou d'abord un problème humanitaire, que c'était un problème lié à la sécurité. Ils ont imaginé qu'en moins de 2 semaines, ils ont ramené le projet à 2,6 milliards, donc au double, ce qui est techniquement une anomalie, à moins que ce soit des chiffres fictifs. Ensuite, on nous dit qu'on va envoyer des troupes, il va y avoir des Américains, ce qui est un mensonge. Les Américains ne viendront jamais. Et pourquoi pas? Jamais sur le territoire haïtien dans une situation de conflit telle que le tableau se présente là. Parce que les Américains connaissent les gens qui manipulent les bandits au niveau stratégique. Ce sont des gens qu'ils connaissent, ils les connaissent physiquement. Ces deux mondes ont fini détraqués dans les guerres de l'Irak, de l'Afghanistan, qui viennent retourner, qui ne sont pas capables de faire réinsertion dans la société américaine, sous le couvert de piles et déportation, à faire déporter au là. Ce qui se passe en Haïti, ce ne sont pas des bandits. Ceux-là que nous connaissons, les Jimmy Cherizé, etc., ce sont des agents intermédiaires dans cette infrastructure du banditisme. Mais il y a des gens techniquement très qualifiés qui ont mis en place ce puzzle. Et ils ne l'ont pas mis de leur propre chef. Ils ont reçu des ordres de la part de qui, selon vous? Pour moi, Haïti est à l'intérieur d'un complot incluant les États-Unis, l'Angleterre, et il faut comprendre ceci à travers, parce qu'il y a toujours eu cette possibilité qui était flottante, et depuis le tremblement de terre. J'en ai eu la conviction quand Jimmy Cherizé a lancé l'appel pour demander aux gens de retourner chez eux. Quand j'ai vu l'immensité du désastre qui a été commis par les bandits de rue, ceux-là qui ont exécuté les bases œuvres, et quand je me rappelle ce slogan qu'il lançait toujours après avoir fait fuir les habitants, il disait toujours « nous faire le gens blancs et Mandela ». Donc pour moi, il y avait, ou bien il y a toujours, parce qu'organiser un tel désastre dans une ville répond à la théorie de la politique de la terre brûlée. Et toute politique de terre brûlée veut dire qu'il y a quelqu'un qui a besoin de cet espace physique. On prend un bandit simple, des bandits qui prennent le monde, qui volent, qui même a démonté un WC qui t'est servi déjà. Donc, pour un WC qui t'est servi déjà, qui sont ou pour combien? 20-30 $. Donc, ce sont des gens qui sont dans la misère, qu'on exploite, qu'on envoie faire ces choses. Quand j'ai vu le désastre qui a été commis par ces messieurs, là, j'ai eu la conviction qu'il y a un projet d'utilisation des espaces géographiques physiques. Alors, est-ce que ces pays-là, on pourrait les qualifier comme des pompiers pyromanes? Non, ce sont des cyniques. Ce sont des cyniques. Voyez ce qui se passe à Gaza.
Est-ce que humainement c'est une chose acceptable que quelqu'un puisse appuyer? Vous avez bien entendu, le président Trump avait dit qu'ils vont faire, de l'espace physique de Gaza et on riviera, on bagaille de rêve. Donc, ils sont à l'intérieur d'un projet assassin pour tuer les gens et les Palestiniens. Ils ont même osé dire qu'ils vont déplacer ces populations pour les envoyer dans des pays limitrophes. Est-ce qu'on peut imaginer en 2025 qu'un pays puisse porter son appui à un projet de génocide pareil? Non. Mais ils le font. Ils le font. Donc, étant donné qu'il y a toujours une haine des Américains contre Haïti, ils ne peuvent pas discuter de la question. Donc, ils ont profité, d'ailleurs, on doit se rappeler, le crime commis par le président William Jefferson Clinton, qui a même eu le courage au moins de témoigner devant le Congrès, qu'il avait commis un acte génocidaire contre le peuple haïtien en obligeant les dirigeants haïtiens à faire passer de 23% à 3% les taxes sur le riz importé. Pour être capable de faire le riz de l'Arkansas, il a reconnu que c'était un crime. Il l'a reconnu. Donc, on est à l'intérieur d'un projet criminel qui utilise des bras au niveau de l'organisation politique et économique du pays, des bras cerveaux, qui à leur tour utilisent les bandits que nous connaissons, qui profitent pour se faire un peu d'argent, mais qui, dans le courant de l'histoire, commencent par se rendre compte là où ils ont mis les pieds. Et pour eux, il leur faut une sortie, il leur faut organiser la sortie. Or, on a remarqué que les dernières dispositions prises par les Américains sont en violation des ententes qui ont été faites avec les bandits. Alors, colonel, fort de ce constat, les autorités haïtiennes, quel devrait être leur comportement? Est-ce qu'elles devraient accepter cette force de répression des gangs, ou pas? Non, mais c'est eux qui ont demandé. Quand, en octobre 2021, non seulement Ariel Henry avait demandé l'occupation d'Haïti, mais il avait même fait publier la demande dans le Moniteur. On n'est pas face à des inconscients, on est face à des criminels. Les gens du CPT, les gens qui ont été demandés, parce qu'il y a des choses qu'ils pourraient demander. Comme quoi, par exemple? Il y a des choses qu'ils pourraient demander. Par exemple, on m'aurait demandé mon avis. Si vraiment les États-Unis sont aujourd'hui coincés, qu'ils veulent sortir de cette affaire, j'ai des doutes. Mais opérons par des si. Eh bien, premièrement, il y aurait eu une entente entre les États-Unis et Haïti, d'abord pour bloquer la sortie des armes et des munitions des États-Unis vers Haïti, la première chose. Deuxièmement, les États-Unis auraient signé un accord avec Haïti pour renforcer la police nationale après un gros travail, un profond travail de vetting, parce que la police mérite d'être inspectée et nettoyée aujourd'hui. Et la même chose pour les forces armées d'Haïti. Parce que la force qu'on nous dit qu'on va nous envoyer, on prétend qu'il va y avoir des Américains, des Canadiens, etc. Est-ce que vous pensez que la situation internationale dans laquelle le président Trump s'est mis à travers sa stratégie, et dans ses désaccords aujourd'hui avec le Canada, vous pensez que le Canada, qui au départ était déjà réticent pour venir s'impliquer dans quelque chose en Haïti qui est un dossier américain, le Canada n'était pas venu, avait dit pourquoi il n'allait pas venir. Donc aujourd'hui, les États-Unis réunissent les conditions de coopération suffisantes pour que cela se produise. Les États-Unis ne sont pas en situation de faire passer la résolution au niveau du Conseil de sécurité. Mais on ne sait jamais, les accidents sont toujours possibles. Alors, nous allons mettre fin avec cette interview, mais avant, quelle devrait être
le rôle, le comportement de la population haïtienne, puisque c'est cette population qui subit toute cette méchanceté, toute cette violence des gangs. Quel devrait être le comportement de la population? Et quand la population essaie un seul jour de se soulever, de dire que nous ne sommes pas d'accord, nous voyons la police nationale avec la capacité de tirer sur les gens. Et la police ne peut jamais prendre la responsabilité de tirer sur des manifestants sans avoir reçu l'ordre des gens du CPT ou bien du gouvernement. Ça, c'est très clair. Donc, il nous faudrait, parce que si jamais cette force-là vient, la force ne va pas s'engager dans des combats avec les bandits. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ils vont faire, dans le meilleur des cas, et agir en tant que force de contention, en verrouillant les bandits, les empêchant de sortir sur l'espace public pour aller causer des actes. Et aujourd'hui, c'est la seule stratégie utilisable à mettre en application. Et on n'a pas besoin de force internationale pour ça. Oui, on a besoin de l'assistance technique. Oui, on a besoin du matériel et de l'équipement. L'assistance technique pour montrer aux gens comment utiliser le matériel et l'équipement qui sont hyper développés aujourd'hui, avec lesquels nos fantassins, nos policiers ne sont pas habitués. Oui, on a besoin d'une assistance humaine technique, une assistance en matériel et équipement, mais surtout, une mise en place d'une organisation de la population. Parce qu'en organisant la population, en renforçant l'armée et la police, on a la capacité de résoudre le problème, de stopper le problème. Ensuite, pour créer les conditions sociales et économiques pour le résoudre. Maintenant, ce qui est certain aussi, il faut sortir du concept de l'utilisation de la violence pour résoudre la violence. Moi, je n'aurai jamais une approche d'utilisation de la force pour stopper le problème qu'il y a là. Ensuite, pour créer les conditions pour le résoudre dans une dizaine, dans une quinzaine d'années.